Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a réalisé ce 10 décembre une audience pour évaluer la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Pierre Espérance du RNDDH et Emmanuela Douillon de Noupap-Domi faisaient partie des invités. Le professeur Sauveur Pierre-Étienne juge que le travail de médiation entre les différentes branches de l'opposition réalisé par la passerelle est un échec. Le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens, UPEP, Léo Litolu, regrette que de nombreux établissements scolaires fassent l'objet de menaces, voire même d'attaques. Le Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a réalisé ce 10 décembre une audience pour évaluer la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Haïti au bord du gouffre, évaluation de la politique américaine à l'égard d'un pays en crise. Tel a été l'intitulé de cette séance au cours de laquelle des témoignages ont été reçus sur la situation qui prévaut dans le pays. La corruption gangrène toutes les structures de l'État. Nous ne voulons pas d'un président indexé dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé, a déclaré Emmanuela Douillon de la structure de Petro Challengers Noupap-Domi. Pour sa part, Pierre Espérance du RNDDH a rendu l'exécutif responsable des tueries qui ont eu lieu en Haïti. Suivez leur présentation à la Chambre des représentants du Congrès américain ce 10 décembre. Dans le temps d'une bonne violation de droits humains en Haïti, m'a partagé 5 inquiétudes avec nous. Premièrement, c'est prolifération gang armé qui joignent protection autorité dans l'État. Depuis 2018, autorité dans l'État exécutif là utiliser gang armé pour faire répression contre opposants yo. Résultat, gagné pour pipiti 5 massacres qui fait dans le pays. Puis gros massacre là, c'est massacre La Saline qui fait dans le mois de novembre 2018. 71 moun mouri dans massacre ça, grand monde avec petit monde. 11 femmes violées et puis 400 pour pipiti 400 maisons qui détruites. Et là on prend 5 massacres ça yo ou mettez ensemble pour pipiti 127 moun qui mouri. Avec prolifération gang armé yo, insécurité a augmenté dans le pays. Gang yo plus bien équipé, yo plus bien armé que la police là. Pour seulement année ça, gen 44 policiers qui mouri. Deuxièmement, c'est violence et répression sous moun k'ap manifester contre autorité yo. Sorti juillet 2018 pour arriver journée jodi a, pour pipiti gen 187 moun qui mouri et 42 là-dedans yo recevoir yon balle dans tête. Troisièmement, c'est politisation appareil justice là. Avec toute situation ça que n'a vivre en dans pays a, population haïtienne nan mandé pour président démissionner. Donc pour raison ça, on a demandé Congrès américain pour encourager autorités haïtiennes yo pour yo suspendre bay gang yo zam et puis protéger yo. Suspendre politiser la police là avec appareil justice là. Combattre contrebande et encourager autorités haïtiennes yo pour yo bay explication sur fonds Petro-Caribé yo avec massacre qui fait dans pays depuis 2018. Et pour bay explication tout avec nouveau système qui est venu pour question carte d'identification nationale là. Et pour autorités américaines yo bloquer armes illégales qui sorti aux États-Unis rentrer en Haïti. Le gouvernement n'a pas attendu pour réagir aux déclarations des membres de la délégation ayant témoigné lors d'une audience réalisée ce 10 décembre par le Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants aux États-Unis. Le président Jovenel Moïse et son administration sont très attachés au respect des droits humains, ont-ils fait savoir. Les accusations portées ce mardi
lors d'une audience au Congrès sont infondées et politiquement motivées. Il est triste de constater que seule une version unilatérale a été entendue dans un pays où l'on se bat pour que chaque voix compte, a publié le ministre haïtien des Affaires étrangères, Bokchit Edmond, sur son compte Twitter. 5 experts connaissant bien le dossier haïtien ont été invités par le Parti démocrate à témoigner devant le Congrès des États-Unis aujourd'hui. Je crois que la séance a duré presque 3 heures, 2h45 minutes. Pour en parler, pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir, depuis les États-Unis, M. Stanley Lucas. Bonsoir Stanley, bienvenue sur Metro News. Eh bien, c'est toujours un plaisir d'être sur Metro News et la population adore Télémétropole parce que les informations sont toujours vérifiées et vérifiables. Exactement. Bon, Stanley, est-ce que vous pourriez en un premier temps nous dire très rapidement qui étaient ces 5 invités à se présenter devant le Congrès, à l'invitation du Parti démocrate? Il y a eu 2 Américains. Américain. Pardon? Américain, pas haïtiano-américain. Il y a eu 2 Américains, le directeur régional de l'Institut républicain international pour l'Amérique latine et la Caraïbe, M. Karatsou. Okay. Il y a eu l'ancien conseiller du président Biden pour la région, Daniel Erickson, il se fait appeler Dan Erickson. Il y avait 3 Haïtiens, et une Haïtienne de la diaspora, Madame Léonie Hermantin, qui avait été recommandée par la congresswoman de la Floride, Frederica Clark. 70% de ses électeurs sont haïtiens. Et il y a eu 2 personnes venues de Port-au-Prince. C'est M. Pierre Espérance du RNDDH et puis mademoiselle ou madame Emmanuela Douillon qui est dans le mouvement Petro Challenger. Bon, finalement, Stanley, qu'est-ce que les démocrates et le Congrès américain cherchaient à savoir? Bon, depuis bien longtemps, il y a toujours un intérêt au sein de la sous-commission pour l'Amérique latine et la Caraïbe de la Chambre des représentants pour Haïti. Donc, particulièrement les membres du Congressional Black Caucus qui sont devenus très influents puisque les démocrates ont le contrôle de la majorité de la Chambre des représentants. Il y a des comités très importants qui sont contrôlés par le Congressional Black Caucus. Et il y a certains membres du Black Caucus et en général les délégations de la Floride, de New York, de Boston, là où vivent les Haïtiens qui ont un intérêt sur Haïti. Dans le Midwest, il y a aussi un certain intérêt à cause des missionnaires américains du Midwest qui vont en Haïti. Donc, pendant 3 heures de temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, les présentateurs, les experts ont discuté de la situation haïtienne. Les présentations de Pierre Espérance ont ciblé les violations des droits humains avec des accusations directes sur le président de la République sur la base d'un ensemble d'informations qui ne sont pas vérifiées et vérifiables. Madame Emmanuela Douillon a insisté sur la reddition des comptes tout en essayant de faire la promotion d'une transition en Haïti. Madame Léonie Hermantin a surtout parlé de l'implication de la diaspora, l'impact négatif que la crise politique a sur la diaspora et qui a dû augmenter ces transferts pour répondre aux besoins de leur famille à cause de l'opération violente Pays-Lop. Elle a insisté pour que les interventions du gouvernement américain se fassent non à travers l'USAID, mais plutôt à travers la diaspora. Donc les 2 autres experts, Erickson et le directeur régional de l'IRI, ont surtout insisté sur la stratégie que devraient adopter les États-Unis pour aider le processus en
Haïti. Les deux experts ont conclu qu'il faut de l'aide externe et pour faciliter le dialogue et arriver à bâtir un consensus. Bien entendu, après, les membres du Congrès démocrates et républicains ont posé des questions aux experts. Bon, il y a certains comme M. Yoro qui ont marqué, si tu veux, qui ont posé des questions très claires à M. Espérance qui avait beaucoup de difficultés à répondre. Très bien. Mais est-ce que c'est un hasard, Stanley, si cette invitation donnée à 5 experts haïtiens arrive tout juste après cette double visite qu'on a eue en Haïti, d'abord de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Mme Clark, si j'ai bonne mémoire, et avant-hier de M. David Hale, qui est le numéro 3 du State Department. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux choses? Bon, tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. Serge, tu sais comment la politique américaine par rapport à un pays spécifique est préparée. Il y a des discussions qui se font dans ce qu'on appelle au niveau du WHA. C'est le bureau pour notre hémisphère au niveau du département d'État. Les propositions sorties du WHA en fonction des recommandations de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince vont dans une autre section du département d'État qui s'appelle le Policy Planning. Quand ça sort du Policy Planning, ça va au bureau de ce qu'on appelle Undersecretary for Political Affairs. C'est M. Hill qui était en Haïti la semaine dernière. Exact. Ça va au bureau du secrétaire d'État. Maintenant, une fois qu'il y a un consensus au département d'État, le consensus est envoyé au niveau de la Maison-Blanche dans un bureau qui s'appelle le National Security Council avec deux scénarios. Une fois que le président des États-Unis donne ses instructions, c'est cette politique qui est appliquée. Donc aujourd'hui, la politique américaine par rapport à Haïti, c'est qu'il faut garder la stabilité politique. Il faut que les groupes politiques négocient avec le président Jovenel Moïse pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Il y a des gens qui ont la mémoire courte. C'est ce même processus qui avait abouti en 1994, la décision du gouvernement américain de se concentrer sur le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État contre Aristide. Il y avait certains putschistes à l'époque à Port-au-Prince qui refusaient d'accepter ce principe, mais finalement c'est ce qui s'est fait, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, la priorité des États-Unis en Haïti, c'est la stabilité politique à travers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, c'est répondre aux besoins des 3,9 millions de personnes qui sont entre la famine et l'urgence alimentaire créée par le phénomène violent qui est appelé pays LOC. Donc, pour moi, dans ce contexte-là, le Congrès essayait d'amasser des informations additionnelles. Bien entendu, les membres du Black Caucus ont des intérêts spécifiques en Haïti. Bon, c'est pourquoi les invitations ressemblent à ce qu'on a vu. Oui, parce que là, finalement, nous avons affaire à deux scénarios. D'un côté, il y a la résolution de la crise politique, c'est-à-dire avec ou sans Jovenel, le rôle de l'opposition, etc., etc. Sur ce point-là, les Américains sont très clairs. Ils tiennent M. Moïse comme un président constitutionnellement élu et avec qui il faut compter jusqu'au bout. Et puis, il y a de l'autre côté cette crise alimentaire urgente. Et il semble d'ailleurs que M. Edmond Mullet, qui fut en son temps une espèce de proconsul en Haïti et qui est aujourd'hui à l'Union européenne, je crois qu'il est en charge des affaires humanitaires, a lancé de son côté aussi une réunion au sein de l'Union européenne pour mettre sur place une assistance alimentaire d'urgence. Bon, pour la première partie de ta question, les Américains sont arrivés à une conclusion. Et à partir de l'exercice, c'est facile à faire l'exercice. On prend une feuille de papier blanche et on fait un rond dessus. OK. Et sur ce rond-là, on met une première boîte. Cette première boîte, on écrit dessus des élections. On fait une deuxième boîte. C'est 6 mois après. Ceux qui ont perdu les élections commencent à contester et demandent la mise en place d'un gouvernement de consensus. On fait une troisième boîte. Dans la troisième boîte, on met « v'lez pas v'lez, faut l'aller ». On met une quatrième boîte, gouvernement de transition.
La cinquième boîte, c'est les élections. Depuis 33 ans, on tourne en rond avec ces 5 boîtes-là. Ouais. Et la situation socio-économique et politique se dégrade. Donc les Américains ont décidé qu'il fallait maintenir la stabilité politique en Haïti. Donc le président reste en place. On négocie et met en place un gouvernement d'union nationale. Pour le deuxième aspect, parce qu'il y a trait à la situation socio-économique. Les violences locales ont causé des dommages graves à l'économie haïtienne. Oui. En 23 mois, nous avons perdu 1,450 milliard de dollars américains, 45 000 emplois, et le phénomène violent local, à cause de la non-circulation de biens et de produits alimentaires, ce phénomène a mis 3 900 000 Haïtiens dans une situation alimentaire entre la famine et l'urgence alimentaire. Donc, par rapport à cette réalité, il faut une intervention massive vers les populations vulnérables pour essayer d'éviter une catastrophe. C'est sûr que M. Muller a son agenda en fonction de ses expériences passées à Port-au-Prince qui ne s'étaient pas bien terminées. Mais une chose qui est sûre, c'est que au niveau de Washington, l'engagement est très important et il faut aussi dire que la politique régionale par rapport à la position d'Haïti sur le Venezuela joue un rôle très positif et très constructif pour le président haïtien à Washington. Oui. Il y a carrément des alliés très clairs. Oui, that's the payback time. D'ailleurs, le gouvernement haïtien ne s'était pas privé à demander clairement l'aide alimentaire des États-Unis. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais la demande avait été clairement faite. Bon, Stanley, pour finir, alors votre opinion personnelle, vous êtes quand même dans le bain, vous suivez les choses de très près. Mon opinion personnelle, comme on dit en créole, pas bien votre pas bois. De la même façon, de 1991 à 1994, les États-Unis avaient une politique très claire par rapport à Haïti qui s'est soldée par le retour à l'ordre constitutionnel. C'est la même chose aujourd'hui. Et le président ne partira pas. Et il y aura la mise en place d'un gouvernement d'union nationale supporté par les États-Unis. Maintenant, quel sera l'agenda de ce gouvernement d'union nationale par rapport aux réformes constitutionnelles, par rapport à l'organisation des élections, par rapport à la lutte contre la corruption, aux revendications légitimes de la population par rapport à la famine et au coût de la vie qui existe. Donc, le procès Petro-Caribé, etc. Il y a eu des avancées parce que, d'une part, il y a eu l'accord de Marriott, mais d'autre part, il y a l'accord de Kinam, où plusieurs partis politiques et des regroupements politiques, des organisations de la société civile et des élus locaux ont signé l'accord de Kinam, qui est une grande porte ouverte vers peut-être la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Mais les possibilités sont là. Probablement les négociations sont en cours, même s'il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ça. Une toute dernière question, Stanley, avant que je vous dise au revoir. Est-ce que l'ombre d'une occupation américaine est en train de se profiler à l'horizon? Et dans la doctrine de politique étrangère du président Trump, il est contre ce genre d'opération, d'occupation, d'intervention militaire. Et il va dans le sens contraire. Oui. C'est ce qui explique le retrait des troupes en Afghanistan, et ailleurs. Le retrait des troupes en Libye, Syrie. Et le président Trump a dit que les États-Unis ont perdu à peu près 8 trillions de dollars américains dans les interventions étrangères. Donc sa doctrine de politique étrangère est contre les interventions. C'est sûr qu'au niveau des Nations Unies, quelqu'un comme Muller se voit déjà à la tête d'une intervention en Haïti. Parce il était à la tête de la ministre à un certain moment. Donc peut-être qu'il a bien vécu ces moments-là. Donc, Muller. Il y a certains fonctionnaires internationaux qui aimeraient ça. Oui. Et je sais aussi qu'au niveau de la République dominicaine, il y a les Dominicains qui ont leur agenda politique pour Haïti, qui essaient de profiter de ces moments pour imposer leur agenda vers Haïti. Et qui viennent d'avoir une réunion très importante sur place en République dominicaine où la question était justement Haïti. Bien. Ils ont leur propre montage. Et c'est pourquoi
nos politiciens. Je crois que le moment est arrivé pour que ces insanités qu'on observe dans la politique haïtienne cessent. Moi, je ne peux pas comprendre, et Serge, qu'un leader politique monte à la radio pour faire brûler des écoles, pour menacer des élèves qui vont aller à l'école, brûler des centres de formation professionnelle, attaquer l'éducation du pays. Même les talibans ne font pas ça en Afghanistan. Donc pour moi, il y a un effort à faire au niveau de la professionnalisation et de ceux qui font de la politique. C'est pourquoi j'avais suggéré de créer à l'INAG, l'Institut national de formation des leaders et des cadres des partis politiques, avec 2 cours spécifiques. Un premier cours avec 23 modules de formation pour les leaders et les cadres des partis politiques. Et le deuxième cours, c'est un cours de 2 ans et sur la gouvernance, où on va, si on veut être casé, on veut être maire, on veut être sénateur ou député, ministre, chef de cabinet, premier ministre, voilà ce qu'il faut savoir comme élément de base pour diriger l'État. Sans une professionnalisation de la classe politique, on va continuer à observer ces insanités qu'on a observées pendant ces 33 dernières années. Ça, hélas, mon cher Stanley, je crois que plusieurs générations d'Haïtiens auront le temps de passer de vie à trépas avant que cette formation n'aboutisse, parce qu'on est vraiment tombé tellement bas aujourd'hui au niveau du professionnalisme et de la responsabilité. Dans le personnel politique, sinon, c'est une évidence, c'est une évidence. Bon, eh bien... Je voulais, avant de te laisser, je ne sais pas si tu as d'autres questions, avant de te laisser, pour les jeunes qui sont en train de faire des thèses à l'université, sur les questions de politique étrangère, des questions de sécurité nationale, de gouvernance, je poste toujours pour eux les documents sur mon compte Twitter, @StanleyLucas01 ou bien @commercial_StanleyLucas01 pour les étudiants qui ont des questions ou bien qui sont à la recherche de documents. Parfait. Eh bien, merci Stanley, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour un petit peu nous informer de ce qui s'était passé au Congrès américain avec l'invitation de ces 5 personnalités haïtiennes venues donner leur avis sur ce qui se passe. Merci Stanley. Toujours un plaisir pour Metro News. Bonne fin de journée et à très bientôt. Same to you. Voilà, c'était donc Monsieur Stanley Lucas qui nous parlait, comme je viens de le dire, de cette invitation au Congrès américain et par le Parti démocrate de 5 personnalités, 2 américaines et 3 haïtiennes, pour parler de la situation dans le pays. Le professeur Sauveur Pierre-Étienne juge que le travail réalisé par la passerelle est un échec. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, l'ancien leader de l'OPL a fait valoir qu'une telle structure aurait dû entrer en contact avec le président de la République dans un contexte où aucune des parties en lice n'avait le pouvoir de l'emporter. Suivez l'analyse du professeur Sauveur Pierre-Étienne. Ou dit, nous pas qu'à connaître qui est-ce qui veut le système changer ou non. Bon, bah, nous qu'à faire. Son favem là, c'est lui pour faire lui. Et c'est là qu'il y a un problème à passerelle là. Moi-même, je pense que passerelle là, c'est ton passerelle. Il t'a pris le contact avec le pouvoir et l'opposition. Et il t'a tout fait passer pour porte-parole de la population qui m'a dit pour le système de changer. Et puis pour le dire, le peuple a demandé le système de changer. Nous nous dit que ce système de changer. Qui gens pour nous changer? Le plus important pour moi pour le système de changer que le président Jovenel Moïse là ou bien que l'autre président là. Ça n'a pas été parce que de toute façon, le peuple n'a pas pris le pouvoir. Le président Jovenel Moïse là, je dis, il y a un bon président qui a placé. Là, dans 1 an, dans 2 ans, il y a l'autre qui a placé. Ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est le système pour moi. Si nous sommes passerelles, entre qui est-ce qui est? Nous ne sommes pas passerelles entre les secteurs de l'opposition. Parce que l'opposition dit c'est contre le président là. Si moi-même, je suis membre passerelle là, je dis ouais, mon passerelle là, je dis ah, bois Marie. Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment intelligents. Peut-être même une femme, je ne vais pas citer non. Depuis moi là, je dis parce que je connais le dit, il faut le parler au président. Hein? Comme si Sauveur Pierre-Étienne membre passerelle là, il tape tant de président, prend contact avec elle. Oh non, il tape écrit président publiquement pour nous connaître que Mandel pour passerelle la rencontrer. Nous avons rencontré secteur, les protagonistes. Pour nous dire, qui problème, ils posent des problèmes, nous faisons diagnostic, nous disons, mes problèmes pas peuple là,
peuple a son fait système lidique pour changer. Et depuis 200 ans, le système n'a pas bon pour lui. C'est pour tout secteur qui concerne les protagonistes, le pouvoir, l'opposition, d'ailleurs, l'ordre de l'opposition, c'est une façon de parler, mais on a un seul secteur. Parce que l'ordre, le pouvoir et l'opposition, ils ont constitué ça l'ancien pour la classe politique. Parce que ça qu'au pouvoir, je dis, oui. Demain, pas pour pouvoir, ça que l'opposition, je dis, c'est lui-même qui va le pouvoir. De toute façon, sans lié, il n'y a pas qu'à réussir sans l'autre. Parce que si on a les jeudi, ça dépend de ça qui était pour vous. Parce que vous pouvez dire le président Jovenel Moïse le jeudi, et vous dites souvent Pierre Etienne, et mon cher Jean-Noël là, semble autant qu'à faire un président provisoire, me dit mon cher, même en pile, et mettons l'autre monde. D'accord, petit frère, qui t'aime garder. Parce que pour qui ça? Vous avez dit ça, oui? Bon, oui, parce que bon problème économique, ou pas demander de résoudre. Pour qui ça nous pas qu'à résoudre l'ensemble? Et moi, pour résoudre pour nous? Après 3 mois, 6 mois, comme ça vous dites, moi, les gens qui commencent à avoir un problème, je ne vais pas international, on va mettre là-dedans. On ne pas là-dedans. Et si, bon, supposons que l'international là dit, bon, on quitte renverser le président. Il a fait un coup petit bobo. Là, il met un petit pancarte devant le palais, il dit entrée gratis. Et puis, il prend un del Théodore, il prend des amis là, nous prenons des amis, nous entrons. Et puis, il finit entrer dans le palais, et puis, il a besoin de faire nos méchancetés, il a pour le petit pancarte, il a écrit sorti pays. Qui vient de le payer pour quitter une sortie dedans. Et puis, il n'a pas reconnaître le pouvoir là, il n'a pas bon aide, pour tout fini. Face aux actes de vandalisme contre les écoles et notamment le badigeonnage des établissements scolaires avec des matières fécales, le professeur sauveur Pierre-Étienne s'indigne. Selon lui, il s'agit de pratiques politiques hautement condamnables qui souillent ceux-là même qui les utilisent. Écoutons de nouveau le professeur sauveur Pierre-Étienne. Il y a des débat dans toute société qui est important. Ouais, métier de vidanger, ça ne les bail à quoi? Son bagage non seulement concerne les propriétés, mais ils ont utilisé matière fécale pour faire un grès pour produire manger. Pas quoi nous capables de prendre pour nous badigeonner l'école ou bien parti politique ou bien édifice l'État. Je pense que faut faire très attention parce qu'un président comme Donald Trump, s'il joue une bagage ça, il l'expliquer lui, l'a dit, elle te dit ça, elle te dit, elle te connaît qui ça t'a parlé. Donc même si m'a combattre Wendell Théodore, je pense qu'il y a d'autres moyens. Culture générale, nous pas tolérer question ça. Voilà que culture politique là, acceptez-le. Parce qu'en Haïti... Mais ça, c'est pas le système, donc là, ça. Non, c'est parce que le peuple haïtien a une formule, il dit caca papi, quand soupilé, il va marcher brûlé quand même. Ça veut dire, depuis il ou les vents. Voilà que Koulian a pris la main, nous dans Palma avec nous dans l'école avec elle. Je pense que faut un petit bac. Bon côté, ou bien faut camper. Donc il y a des bagages qui sont insupportables, qui sont inacceptables, qu'au pouvoir, qu'au dans l'opposition, qu'au dans le secteur privé, qu'au dans la société civile. Il faut faire très attention. Parce que l'école, c'est Timoun qui la donne, c'est jeunes qui la donnent. Nous ne sommes pas capables d'apprendre ça. Il faut constituer des modèles, même je ne t'ai pas parlé de professeur Juan Bosch, du docteur Balaguer, etc. Il faut que hommes et femmes politiques, nous, ils comportent l'autre gens. Il faut qu'ils respectent et respectent petites nous, parce que nous tous pour aller. Que nos pouvoirs, quand nous sommes dans l'opposition, on l'est. Oui. C'est ça qui est le plus important. Et moi, ça qui est important, nous, qui quitter la journée aujourd'hui, c'est comment, pour nous, travailler ensemble pour nous graser le système ça de boulonnenne et pour nous configurer ensemble un nouveau système qui est moins injuste, moins inégalitaire, qui ne pas constitue un fardeau pour le peuple haïtien. De nombreuses écoles restent fermées du fait de l'insécurité. Le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens, UPEP, Léo Litolu, regrette que de nombreux établissements scolaires fassent l'objet de menaces, voire même d'attaques. Les intimidations visant à décourager le corps professoral et les parents d'élèves doivent cesser pour le bien des enfants. L'UPEP donnait un point de presse ce mardi. Suivez le compte-rendu de Jérémy Tillon. Contrairement à un pauvre diable qui dit barricade aussi à venir, non, barricade pas à venir jeûner ça. C'est livre, c'est éducation, profession qui a venir jeûner ça. Alors que la reprise des cours n'est pas tout à fait officielle, les élèves sont de plus en plus visibles dans les rues de la capitale, malgré les appels à la mobilisation lancés régulièrement par l'opposition. Le secteur de l'éducation, qui est l'un de ceux qui a été le plus affecté par l'opération Pays-Loc, souhaite sauver ce qu'il reste de l'année académique. Malheureusement, certains éléments se refusent à l'idée d'une réouverture effective des salles de classe. Récemment, des écoles ont été attaquées, déplore Léo Litolu, secrétaire général de l'UPEP. Il y a un cri d'alarme par responsable PNH là. Sous calvaire, parents et élèves
dans Grand Ravine, Matissan, La Saline, Wap Jérémy, Cité Soleil, Village de Delma 2, 4, 6, 18, Bel à monter en bas même bandi armé qui a terrorisé la population et empêcher l'école publique pour privé fonctionner. Côté plus fort parents et élèves obligés de quitter la zone. Envoyer ses enfants à l'école est encore une source d'inquiétude pour certains parents. Bien que les activités reprennent, bon nombre de parents réfléchissent encore à 2 fois avant d'envoyer leur progéniture dans des établissements qui pourraient être ciblés. En ce sens, Léo Litolu félicite les parents d'élèves. Il ne peut pas pouvoir un gros coup de chapeau. Tous les parents qui bravent le danger pour mener petit à l'école, malgré la police nationale choisit sécuriser ça l'école seulement, ça qui fait parents yo. Dans le lycée, l'école nationale yo paie jusqu'à présent pour voir petit l'école à cause par présence la police. Enfin, la situation économique du pays amène le secrétaire général à demander une certaine tolérance et un réajustement des frais scolaires aux directeurs d'établissement. Il ne peut pas prendre tout directeur de l'école privée, surtout l'organisation, pour prendre conscience que à cause de la crise, le pays a fait face. Parents ont pile de difficultés pour payer l'école là. Surtout après 3 mois, l'opposition a été lancée. Il faut diminuer la quantité d'argent par an doit payer. Parce que ce n'est pas eux-mêmes qui ont empêché l'école de fonctionner. Et l'on considère un pile doléance, ils peuvent recevoir dans mes parents et élèves, côté un pile directeur de l'école déjà fait menace pour voir les petits tourner, si ils n'ont pas payé premier versement, ça ils peuvent faire. Trop de quartiers sont encore sous le contrôle des gangs qui terrorisent les écoles et les parents d'élèves. Au Cap-Haïtien et à Port-de-Paix, des établissements ont été victimes de dégradations et des enseignants menacés physiquement. Le président avait promis de renforcer la sécurité autour des écoles du pays, mais il forçait de constater que seules les écoles internationales en bénéficient. De quoi exacerber encore un peu plus les tensions et la sensibilité des citoyens. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. À la prochaine, même heure, même chaîne.